j'ai quand même été étonné de sa prise à partie du pape sur des positions qui sont historiquement connues pour étant celles du pape, à savoir la paix, la diplomatie. J'ai trouvé ça lunaire. Il faut bien sûr chercher la paix, mais si on n'est que dans la paix et que nos adversaires, eux, ne sont pas dans cet état d'esprit et qu'on ne se prépare pas à se défendre ou à peut-être riposter, si le pape, par exemple, il y avait un fort flux migratoire qui venait s'installer dans son pays, comment est-ce qu'il réagirait? Ou s'il y avait, par exemple, des terroristes qui voulaient s'en prendre au Vatican, est-ce qu'il dirait toujours peace ou est-ce qu'il sortirait les armes? Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne et l'émission Grand Angle, l'émission qui se plaît à décrypter les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Et au programme de l'émission du jour, 3 grands sujets importants sur lesquels nous voulons prendre le temps de discuter sur le plateau. D'abord, ce duel médiatique, peut-être même politique, entre le pape de l'Église catholique et Donald Trump, 2 visions du monde qui s'opposent et dont on aura le temps de discuter. On discutera également des 6 ans de l'association Un temps pour prier, une association que nous voulons prendre le temps de découvrir avec notamment l'une des cofondatrices de ce grand projet. Et puis on discutera sur nos données sont-elles en danger? Y a-t-il un risque pour la vie privée aujourd'hui lorsqu'on observe les différentes fuites qui se succèdent mois après mois, année après année, concernant les données personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs en France et à l'étranger? Pour discuter de ce vaste programme, je suis accompagné, comme à mon habitude, de chroniqueurs d'exception. Yann, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Et nous sommes également en présence de Heidi. Heidi, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, on va entrer déjà dans le premier sujet. On a le pape qui prend une position, comme tous les papes qui l'ont précédé, en faveur de la paix dans le monde. Mais là, chose peut-être un peu plus inédite, un peu plus nouvelle, on a le président des États-Unis qui prend position et qui dit tout simplement que bon, ce pape, je l'aime un peu moins et que, a priori, il serait contre des principes de sécurité. Donc, c'est 2 visions du monde qui s'opposent, paix versus sécurité, protection par la guerre. La première question que j'aimerais vous poser, Yann et puis Heidi, est-ce que vous avez entendu parler de ce clash par médias interposés et qu'est-ce que vous en pensez dans les grandes lignes? Oui, alors, j'ai effectivement entendu parler de ce clash. Et pour ma part, bien que je ne sois plus étonné des invectives de Monsieur Donald Trump, j'ai quand même été étonné de sa prise à partie du pape sur des positions qui sont historiquement connues pour étant celles du pape, à savoir la paix, la diplomatie. Donc là, j'ai trouvé ça lunaire, mais on n'est plus à ça près avec... Vous pensez qu'il a dépassé une limite de plus en se prenant au pape? Je dirais pas dépasser une limite de plus, mais on continue d'aller de plus en plus dans l'absurde. Avec, D'accord. Mais je crois, pas pour défendre Donald Trump, mais que l'histoire a commencé à la première campagne de Donald Trump, quand il disait qu'il voulait construire un mur en 2016, je crois. Oui. Et le pape avait pris justement une prise de parole par rapport à ça. Il avait dit, mais en fait, être chrétien, c'est pas ça, c'est créer des ponts et non des murs. Et je pense que c'est à partir de là où il a pu avoir une certaine friction entre le pape et Donald Trump. Mais 2016, c'était pas Léon XIV. Alors, Non, c'était François. Ok. en fait, c'est là l'enjeu de dire qu'en réalité, le pape actuel, qui n'était pas lors de la première mandature de Donald Trump, il se connaissait déjà. Donc c'était une figure déjà éminente du monde catholique et ils avaient déjà échangé un certain nombre de messages via X et des prises de position et de désaccords visibles auprès de tous. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump, tout récemment, aurait dit que selon lui, si lui n'était pas au pouvoir, ce pape n'aurait été pas au pouvoir parce qu'il aurait été placé comme un contre-pouvoir catholique. Par rapport à lui, je vous vois rigoler, vous en pensez quoi de tout ça? Je m'amuse, ouais, on peut dire ça comme ça. Je m'amuse vraiment du raisonnement de Donald Trump. Franchement, c'est épatant de voir que le président de la première puissance mondiale soit dans ce genre d'attitude, de raisonnement. Il n'a pas de filtre. C'est même pas de filtre, c'est ne serait-ce qu'en termes de culture diplomatique. Ouais. Déjà, ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de faire. Et au-delà de ça, sa propre population est contre ce qu'il est en train de faire en Iran. Et lui, alors qu'il a une porte ouverte qui est proposée par le pape, une invitation à la paix, il prend cette invitation pour manquer de respect, voire insulter le pape. Et dans la foulée, il fait une image où il se prend pour Jésus. Oh. C'est compliqué parce qu'il y a ces deux langages différents. D'un côté, il y a Donald Trump qui est chef d'État et du coup qui doit préserver son pays, qui doit
on va dire, aller dans un sens positif pour essayer voilà, d'améliorer les conditions de son pays, même si elles sont très confortables. Le préserver de quoi? Ben, peut-être des terroristes, peut-être de plein de choses qu'on ne On sait sait pas. que l'attaque en Iran, c'est pour préserver les États-Unis Ce d'attaques n'est pas mes terroristes. propos. Ah, Alors justement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire que Trump a ses prises de position. Aujourd'hui, il a été démontré que le risque pour les États-Unis et même pour Israël dans cette guerre en Iran, il n'était pas aussi élevé que ce qu'on pouvait faire croire. Le risque d'armes nucléaires n'était pas aussi élevé et ce n'était a priori pas d'ailleurs un objectif de se doter de l'arme nucléaire avec la capacité de l'Union, mais plutôt d'arriver au stade où ils étaient capables de le faire s'ils le voulaient. Donc ça, c'est vrai que sur le risque, il y a tout un sujet. Mais moi, là où j'aimerais qu'on puisse discuter, c'est plutôt sur la question de qu'est-ce qu'on peut tirer de bon quand même derrière cette intervention de Donald Trump sur le sujet du regard catholique et chrétien sur la société. Est-ce que ce modèle de paix, c'est un modèle qui est viable lorsque on est dans une situation géopolitique extrêmement tendue, lorsqu'on est dans un contexte avec effectivement des puissances nucléaires, avec des armées qui sont dans des volontés impériales? Est-ce que le modèle de paix, de construction de ponts plutôt que de barrières, c'est quelque chose qui en réalité n'est pas démodé finalement? alors, il faudrait me trouver des exemples dans l'histoire où les attaques et les éradications de peuples ont construit la paix, la véritable paix dans le monde. Aujourd'hui, les États-Unis en tête sont des puissances qui devraient se regarder un petit peu en face, regarder un petit peu leur passé, et je pense que des situations comme l'Irak, comme l'Afghanistan devraient nous donner des leçons concernant le fait que l'envahissement et les attaques de pays qui ont leur autonomie par les États-Unis à qui on n'a rien demandé, je pense que ça nous montre que ça ne porte pas de fruits. Regardez la situation aujourd'hui. Je vais vous interroger du coup sur deux phrases pour avoir vos avis clairement. La première, ce célèbre dicton « Qui veut la paix prépare la guerre ». Heidi, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est très... Je pense que en tant que chrétien, il faut bien sûr faire chercher la paix. Mais si on n'est que dans la paix et que nos adversaires, eux, ne sont pas dans cet état d'esprit et qu'on ne se prépare pas à se défendre ou à peut-être riposter, c'est un manque de sagesse aussi. Donc pour moi, ça serait une question d'équilibre, c'est très compliqué. Alors l'équilibre, justement, ma deuxième question, et cette fois c'est à vous Yann que je l'adresse, c'est le président Emmanuel Macron qui le disait il y a de cela un mois et demi, pour être respecté, il faut être craint. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que s'arrêter simplement à prôner la paix sans une forme d'équilibre, comme Heidi le dit, de démarche militaire, d'armement, de tentative d'imposer une forme de discipline, est-ce que vous pensez que ça a un sens ou ça n'a pas de sens du tout? Où est-ce que vous placez l'équilibre? Non, ça a un sens, et ça a un sens dans notre réalité en 2026. Aujourd'hui, avec le paradigme qu'a imposé Donald Trump, effectivement, pour être respecté en 2026 par les autres puissances, effectivement, il faut être craint, puisque sinon, Donald Trump, Vladimir Poutine marchent sur les uns et sur les autres sans avoir d'état d'âme. Donc, bon, effectivement, il faut être craint. Maintenant, ça, c'est une réalité, si je puis dire, militaire au niveau des pays. Maintenant, l'orientation qui est proposée par celle du pape, c'est quand on regarde, il y a le court terme, donc comment on fait pour réagir à ces conflits, etc. Et maintenant, sur le long terme, est-ce que partir en guerre, être toujours prêt au combat et aller envahir des pays, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui, sur le long terme, va amener la paix? Aujourd'hui, l'ONU, ça a été créé il y a de cela, on est en 2025. Il y a belle lurette. Ouais, il y a belle lurette. Il y a toujours eu des théâtres de guerre dans le monde. Donc, qu'on ne me fasse pas croire que cette solution, en tout cas, fonctionne. Moi, je suis totalement pour la paix, et je pense que la paix pourrait porter ses fruits si on la laissait parler. La solution, c'est la prière. Yann? Au-delà de ça, alors il y a la prière, c'est une part non négligeable, pour ne pas dire très importante de cet aspect-là, mais il y a aussi les moyens diplomatiques qui sont mis en place par les pays
pour éteindre les différents conflits quand ils commencent à n'être qu'au stade de brasier. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres théâtres de guerre, hein. On parle de la Russie, on parle de Israël et l'Iran, mais il y a d'autres guerres qui se passent, par exemple, sur le continent africain. Le Soudan, aujourd'hui, la guerre qu'il y a dans ce pays, pour la majorité, c'est soutenu par des forces étrangères. Oui. Si on se mettait autour de la table pour arrêter déjà le financement des forces belligérantes et pour réfléchir à vraiment quelque chose de pacifique, on ne serait pas à la situation dans laquelle on est. Et donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est que on est dans une société capitaliste, il faut faire parler les armes, il faut vendre des armes, et donc on continue, c'est un business, la guerre, alors qu'on ne laisse pas s'exprimer la paix telle qu'elle devrait s'exprimer. Vous faites sourire à Heidi, là. Oui. Parce que moi, je me dis, si le Vatican, c'est un pays, on est d'accord. Oui. Si le pape, par exemple, il y avait un fort flux migratoire qui venait s'installer dans son pays, comment est-ce qu'il réagirait? Ou s'il y avait, par exemple, des terroristes qui voulaient s'en prendre au Vatican pour l'image qu'il représente, etc. Est-ce qu'il dirait toujours peace ou est-ce qu'il sortirait les armes? Je ne sais pas. Alors, ça m'étonnerait en tout cas. La question se pose de savoir si le Vatican a une armée. Je suis sûre que si. Vous êtes sûr? D'accord. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, en fait, c'est pas à cause des flux migratoires, en tout cas, qu'aujourd'hui, la majorité des guerres sont Non, je déclenchées suis d'accord, dans mais le parce monde. que le pape faisait référence, quand il parlait, le pape François faisait référence à Donald Trump dans sa première campagne, quand il disait qu'il voulait, Donald Trump, mettre des murs pour éviter le flux migratoire entre le Mexique, etc. Et le pape a sorti cette phrase-là. Oui, mais alors, moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que on fait vraiment l'abstraction de toute l'histoire Oui, des populations. Pour prendre un cas qui nous concerne un petit peu plus, les flux migratoires d'Afrique vers l'Europe, il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui les populations africaines cherchent à rejoindre l'Europe. C'est facile aujourd'hui en non, je 2026 suis de dire d'accord. ouais, ils viennent trop, ils sont trop nombreux, il faut fermer les frontières, Mais, etc. mais après, Pourquoi là, il on en- parlait du Mexique, il ne parlait pas forcément du flux Mais migratoire mais c'est en la même chose, Afrique. Amérique du Sud et Amérique du Nord. Aujourd'hui, il y a des conditions de vie qui sont telles quelles en Amérique du Sud, pour partie à cause de la manière dont les États-Unis ont été, comment dirais-je, très gourmands Je suis dans d'accord. les ressources qui étaient Oui. exploitées à l'époque. Et donc aujourd'hui, il y a des niveaux de vie qui sont tout à fait inégaux, et donc les personnes cherchent juste à s'en Mais oui, sortir. mais je suis d'accord, et je ferais, je pense, la même chose si j'étais dans leur cas. Mais c'est facile de dire quand tu es dans ton petit Vatican tranquille, de dire ah ben, c'est facile de pas vouloir, de vouloir construire des murs, alors que si lui, il avait un flux important qui venait dans le Vatican ou aux alentours, comment est-ce qu'il réagirait? Écoute, Alors, j'ose espérer que... dans son petit Vatican tranquille, j'aimerais nous proposer un peu de politique fiction. On n'est pas au Vatican parce que c'est vrai que c'est un pays, un État en tout cas, qui a une situation diplomatique assez particulière, extrêmement originale. Donc, c'est un cas particulier. Mais si on prend une autre nation, les États-Unis, la France ou autre, quel est le modèle de société prôné par le christianisme? On sait aujourd'hui que dans l'islam, il y a certains pays qui vont imposer la charia et on a un modèle de société dont on arrive à peu près à définir les contours lorsque l'islam est la religion d'État. Imaginons un pays dans lequel le christianisme est religion d'État et qui applique strictement les valeurs et les principes de la Bible. Alors, est-ce que c'est un pays où, au nom de l'amour, on a tous les voisins qui s'envoient des pommes à la cueillette, et puis lorsqu'il y a une vague migratoire, eh ben, on va dire, ah ben, voilà mon prochain, à qui je vais pouvoir faire encore un peu plus de bien. À quoi ça ressemble? Lorsque il y aurait une armée étrangère qui dépasse la frontière, on va lui tendre l'autre joue. C'est quoi un pays qui applique les valeurs du christianisme si on pousse le développement du pape? Parce que c'est là que reproche Donald Trump, c'est que ce modèle de paix n'est pas réellement crédible en fait. Tout à fait. Pour moi, il est tout à fait crédible. D'accord, vous donnez des pommes à vos voisins, Ah non, Yann? alors je pense justement que là, il y a un petit peu de caricature dans ce qui est présenté. Alors, pour être tout à fait précis, je pense que
une politique chrétienne, à mon sens, hein, n'a pas lieu d'être. Je pense que des chrétiens qui font de la politique, c'est autre chose. Et c'est, à mon sens, le seul chemin cohérent et viable C'est que quoi la j'entrevois. différence entre les deux? C'est intéressant. Entre une politique chrétienne et un Ouais. chrétien qui fait de la politique. Voilà, vous avez parlé de l'exemple de la charia et des pays qui sont dits musulmans. Donc, ils appliquent les textes islamiques tels quels dans leur pays. Je ne vois pas de commandement biblique sur une population dans son ensemble. D'accord. La Bible, et notamment le Nouveau Testament, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ concernent essentiellement des personnes qui marchent à sa suite. Donc ça concerne des chrétiens. Maintenant, de là à dire que des chrétiens vont aller mettre en place des choses qui les concernent et qui doivent être vécues par la puissance du Saint-Esprit à d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou qui partagent d'autres convictions, je pense que c'est une grossière erreur et c'est les heures les plus sombres du christianisme où on a tenté d'imposer par la force la foi à des populations, notamment en Afrique, où on est parti faire la colonisation à coups de Bible et aujourd'hui on se retrouve avec toute une partie de la population qui est en forte désaffection avec le christianisme parce que c'était la religion des colons. Donc pour moi ça n'a pas de sens. On n'impose pas le christianisme, on le vit et ça ne concerne que les chrétiens et pas les... Et d'ailleurs, vous avez parlé d'Afrique, mais ça s'est également produit en Europe, et on a en Asie, les croisades, et le rapport entre l'Église catholique et les rois français, en tout cas, est un rapport tantôt extrêmement conflictuel et tantôt Parce extrêmement que les politique, mais catholiques, en même même temps. s'ils ont fait beaucoup de ce qu'on vient de parler, actuellement dans les pays, par exemple, africains, où il y a beaucoup de pauvreté, certains dans les campagnes, etc., il y a beaucoup de bonnes sœurs qui sont là pour prendre soin des orphelins, etc. Enfin, même si le catholicisme a eu ses torts, je trouve qu'actuellement, ils font énormément de choses au niveau Oui. associatif et tout, et c'est vraiment... faut aussi, je trouve, Non, ouais, le le propos n'est souligner. pas de dire que le catholicisme c'est mauvais, etc. hein. Non, le point c'est juste de dire ne confondons pas, on était dans une fiction tout à l'heure, ne confondons pas, enfin, il n'y a pas de parallèle chrétien avec la charia et un pays islamique, en tout cas selon moi. On voit aujourd'hui beaucoup de pays, pardon, excusez-moi, beaucoup d'églises qui ont un discours de impacter les 7 montagnes, les sphères de la société, prendre le contrôle des médias, de l'art et du divertissement, de la politique, etc. On a des milliardaires en France qui ont des projets politiques parfois ostensiblement démontrés, parfois un peu plus discrets, avec la volonté de ramener la France à ses, entre guillemets, je cite, valeurs judéo-chrétiennes. Pour vous, toute tentative, non pas d'imposer, mais de permettre à ce que les valeurs du christianisme s'appliquent à la masse, pour vous, serait un déséquilibre, alors que l'évangile ne serait appelé qu'à toucher les individus. Alors, il faut voir qui sont ces porte-paroles. Si c'est pour avoir des porte-paroles comme Donald Trump, qui, pour ceux qui sont de l'extérieur, considèrent cet individu comme étant chrétien, alors que lui-même se Élu de revendique... Dieu. Oui, élu de Dieu chrétien, alors que lui-même se revendique comme étant non pratiquant. Si c'est ça les porte-paroles chrétiens qui sont dans le paysage médiatique, bon, moi j'ai un problème. Maintenant, si c'est des véritables chrétiens donc qui sont vraiment disciples de Jésus et qui cherchent à appliquer dans leur vie les enseignements de Jésus à travers les évangiles et le Nouveau Testament, oui, je suis partant, je suis fan. Heidi, Mhm. le modèle de société, entre guillemets, chrétien, je sais pas si je peux dire la charia évangélique, je ne sais pas, mais à quoi ressemblerait un pays qui applique strictement les valeurs de l'évangile? Si je suis un peu vos propos précédents, c'est un pays qui serait extrêmement fragile peut-être? Je pense que oui, tout basé sur l'évangile, excusez-moi, je vais peut-être choquer certains, mais ça serait pour moi déséquilibré parce D'accord. qu'en face, il y a des puissances qui sont là et qui s'en prendront toujours, essayeront toujours de s'en prendre aux plus faibles, peu importe. Alors, je dis pas qu'on est faible, je dis simplement que si on n'est pas armé, ils vont nous prendre pour des gens. Forcément, on sera plus faible, logiquement. Je parle pas psychologiquement, mais en termes d'armement. Mhm. Et du coup, ne pas savoir se protéger, c'est aussi un manque de sagesse.
ne pas se protéger. Moi, personnellement, si Emmanuel Macron, il savait pas prendre, il investissait pas dans l'armement, etc., bah, je pense que la France serait en droit de lui reprocher de ne pas être prêt à nous défendre. Alors, Moi, la ouais, première. mais déjà, il y a une différence entre être prêt à se défendre Ouais. et attaquer. Bon, La France, elle les- n'a pas attaqué. non, la France n'a pas attaqué, mais les États-Unis attaquent. Et ceux qui sont dans cette direction, la Russie, etc., ils sont dans l'attaque. Donc déjà, pour moi, il y a une différence entre être prêt à attaquer et être prêt à se défendre. Ensuite, on a un pays qui est bien connu pour sa neutralité, la Suisse, terre d'accueil de la réforme chrétienne. Sauf erreur de ma part, c'est pas le marchepied Oui, mais ils sont pas dans les grands. Ils sont neutres, mais ils sont neutres et ils font pas avancer certaines choses. En fait, à être trop neutre, des fois, bah oui, ok, ils sont dans la paix, mais est-ce qu'ils pensent aux autres en se, en s'investissant Ils pour sont certaines causes, repliés quoi. sur eux-mêmes, c'est ça? Je dirais pas ça. Je dirais juste qu'ils sont, ils se mouillent pas parce qu'ils veulent être tranquilles. Ah, mais la France qui s'arme, elle se mouille en quoi en faveur de la justice ou en faveur des pauvres ou des opprimés? Des États-Unis, en quoi ils se mouillent Alors, je préfère largement la Suisse dans sa neutralité Ouais. plutôt que des États comme les États-Unis Mais est-ce que qui la France, attaquent et qui la France, oppressent. elle va aller dans certains pays pour défendre les terroristes qui font. Non, pardon, la Suisse va aller dans certains pays avec leur armée pour défendre certaines. Mais quel pays le fait? Ben, la France, elle n'a pas envoyé son armée pour. Point d'interrogation. La question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que derrière cette apparence de mission bienveillante et de sauveur de l'humanité de certaines puissances occidentales, il n'y a pas d'autre intérêt derrière, Mais bien sûr que si. intérêt pétrolier, économique, sachant qu'aujourd'hui, après qu'on ait accusé beaucoup d'être des complotistes, on s'est rendu compte que certains groupes terroristes ont même été armés Mhm. par des pays occidentaux. Et c'est vrai que les questions se posent là-dessus. Bon, en tout cas, le débat est animé aujourd'hui et il y aura l'occasion de continuer à réfléchir sur cette question parce que je pense que le monde est entré dans une période, en tout cas géopolitiquement instable et qu'il y aura régulièrement des choses à dire là-dessus. Alors, je propose qu'on puisse laisser ce sujet de côté et parler de quelque chose de plus porteur d'espoir, les 6 ans de l'association à temps pour prier, dont Heidi, vous êtes également l'une des cofondatrices. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà globalement ce projet pour qu'on puisse en comprendre les contours? Oui. Alors, Un temps pour prier, c'est une plateforme d'écoute et de prière. On la veut ouverte à toute dénomination. Et notre particularité par rapport à SOS Amitié ou d'autres plateformes qui font aussi cette œuvre-là, c'est qu'on propose à la fin de cet échange de prier pour la personne, tout simplement D'accord. pour les sujets qu'elle nous apporte. Yann, vous connaissiez déjà cette association? Non, je l'ai connu à travers Heidi. Alors ben justement, à travers Heidi, on donne l'opportunité à ceux qui nous suivent de pouvoir Mhm. connaître cette initiative. Ça fait 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le parcours Bien sûr. de cette association, son historique, et puis c'est quoi le projet à terme? Comment vous souhaitez vous développer? Oui. Tout a commencé il y a plus de 40 ans avec Muriel Célérier, D'accord. Muriel Serlier, qu'on salue. qui était permanencière à l'époque au SAMU, quelque part en Normandie, et elle était confrontée à la misère, à la souffrance des personnes qui appelaient, et il y avait une grosse part de souffrance psychologique, Oui. et donc de là est venu son, on va dire, son fardeau pour créer un espace où les personnes peuvent appeler simplement pour dire ce qu'elles ont sur le cœur, la souffrance, leurs soucis, etc. Et le projet n'a pas pris tout de suite. Il a mis plus de 30 ans avant de pouvoir voir le jour. Mais pendant ces 30 ans, Dieu est venu confirmer à différentes moments de sa vie que c'était vraiment ça qu'il fallait qu'elle mette en place. Et avant le Covid, donc c'est en 2021 que le Covid est venu. 2020. 2020 En 2020, bah oui, puisque ça fait 6 ans. En 2020, donc janvier, on a commencé à se réunir pour la première fois. On était 4 ou 5 personnes qui avons connecté un petit peu de façon par hasard, si je peux dire. Et donc, on a commencé à travailler et il s'est avéré que le Covid est arrivé 2-3 mois plus tard. Et son
son mari lui a dit bah, c'est maintenant qu'il faut lancer le projet. Donc on a lancé le projet très rapidement parce qu'il fallait répondre à une demande qui était là. C'était des gens qui étaient en stress, qui souffrent, qui étaient inquiets. Il y a eu beaucoup ça a déclenché, on le sait, hein, les souffrances psychologiques ont amplifié de façon considérable. Et du coup, on a mis ça en place. Donc tout de suite, on a eu une 50aine de bénévoles. Donc on avait tout type de profil, puisque les gens avaient énormément de temps. Donc on a eu des pasteurs, on a eu des thérapeutes, etc. Des gens qui avaient du temps. Et c'est comme ça qu'est née la plateforme. Et 6 ans après, on est toujours là. D'accord. Ben, félicitations, c'est un bon parcours et on souhaite encore plein de bonnes choses pour cette association. Yann, votre regard, vous, sur ben, la souffrance psychologique et le besoin peut-être d'aide, le besoin d'écoute. Vous avez été confronté à ça dans votre parcours. C'est quoi votre regard, le regard que vous portez aujourd'hui sur ce type d'initiative? En tant que chrétien, en tout cas dans les différentes églises que j'ai côtoyées, effectivement, la détresse, la solitude, ce sont des choses que je pense on expérimente tous, de près ou de loin. Donc que ce soit des nouvelles personnes récemment converties qui se sont rapprochées d'une église justement en réponse à cet isolement qu'ils vivaient, ou que ce soit des chrétiens qui sont dans l'église depuis un certain temps, mais en fait qui sont totalement esselés. Je pense à nos aînés qui vivent une solitude morbide. C'est quelque chose vraiment, en tout cas, sur lequel il y a vraiment de quoi faire, et je salue une initiative comme celle-là. Alors, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va pousser les personnes qui appellent à se tourner davantage sur une plateforme anonyme plutôt que face à des individus physiques qui peuvent voir, que ce soit des psychologues, des spécialistes de relations d'aide, vous avez parlé de pasteurs. Il y a une demande d'anonymisation des personnes qui appellent. C'est un souhait particulier. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et dont c'est, on va dire, pas honteux, mais on se sent honteux de le partager avec nos proches, même si la chose n'est pas... Mais voilà, c'est comme ça, on est comme ça. Et l'autre part, c'est que bah, c'est des gens qui sont en grande détresse et du coup, ils sont déjà accompagnés par des pasteurs, par des thérapeutes, etc. Mais ça suffit pas. Quand ils sont tout seuls, ils sont pas bien, ils sont mal, donc ils nous appellent. Et donc, on essaye dans le temps qui nous est accordé, parce qu'on a un temps limité par écoutant pour pouvoir permettre justement à un plus grand nombre d'appelés d'être un soutien. Un temps limité par écoutant, c'est-à-dire qu'il y a une durée maximale pour Rappelons. l'appel. C'est-à-dire combien de temps par exemple? Alors pour une personne qui n'est pas en urgence ou en danger, on va rester à peu près 20 minutes avec la personne. D'accord. Voilà. Et si on veut rester plus longtemps? Ben, on rappellera, on peut pas. Enfin, vous pouvez, mais on vous encouragera gentiment à rappeler une autre fois. D'accord. Et par contre, quand il y a des personnes qui sont en danger ou qui ont vraiment une détresse, là, on reste le temps qu'il faut. Bon, pas non plus, mais on peut rester jusqu'à 1 heure avec elles. Et vous êtes en contact avec la police, les pompiers, enfin les services sociaux? Je sais pas. Oui, 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 on a mis tout en place un protocole qui fait que si on détecte ou si on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en danger, tout de suite on a une procédure qui fait qu'on contacte soit la police, soit les pompiers. D'accord. Et ben, en tout cas, on met les coordonnées de l'association et ce fameux numéro sur lequel chaque personne qui estime avoir besoin justement d'un interlocuteur à qui parler pour une vingtaine de minutes, plus si urgence, et ben, pourra trouver une écoute Mm, et également une prière exactement. à la fin de cet échange. Et cette prière, pour vous, quelle plus-value elle apporte finalement par rapport aux autres plateformes déjà existantes que vous avez déjà citées tout à l'heure? Bah, tout simplement, on n'est que des êtres humains et la prière nous permet de nous décharger de ce fardeau qu'on porte et ou que les personnes qui nous appellent nous partagent et nous, on peut rien faire. En fait, on est vraiment que un canal entre Dieu et ces personnes, donc on lui apporte et on se décharge. C'est ça le plus important, de se décharger.
Vous avez des témoignages peut-être qui vous viennent après, il y a l'anonymat, est-ce que les personnes peuvent vous recontacter pour vous dire ah ben la situation a changé, ça va mieux? Ou est-ce que c'est vraiment un one-shot, un appel, une fois, un boost, une écoute, une oreille, et puis après ces personnes elles disparaissent totalement? C'est totalement aléatoire. Il y a des personnes qui vont nous appeler juste une fois et après elles nous appelleront plus. Et d'autres qui vont nous appeler régulièrement parce que ben, c'est des soucis, c'est des fardeaux qui sont vraiment trop lourds pour eux et ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui, qui prie pour eux, à savoir que nous, on est quand même ouvert de 8h à 22h, 365 jours par an. D'accord. Donc, on est vraiment plus facilement joignable que des fois un pasteur ou un proche ou un psychologue, etc. C'est, ça me fait quand même, ça me rend un peu triste ce que vous dites quand vous dites on est plus joignable qu'un pasteur. Alors je salue l'initiative, hein, mais je me dis quand même, pour en tout cas des frères et sœurs qui sont dans cette détresse et qui ont besoin d'être écoutés, parce qu'au final c'est peut-être ça le besoin le plus important, être écouté. Je me dis quand même, il y a une tristesse quand même que l'Église ne puisse pas répondre à ce besoin aussi simple, si je puis dire. Alors nous, on se veut complémentaire à l'Église, on ne veut Mm. pas du tout se soustraire à le travail formidable que font les églises. Simplement que bah, le pasteur reste un être humain et des fois il a besoin lui aussi de temps off. Et une personne qui est confrontée à une crise d'angoisse ou à un moment difficile, même si elle a eu on va dire son pasteur, mais on peut mettre tellement de noms à la place du pasteur, son papa, sa maman, son frère, sa sœur, pour le soutenir. 2 heures plus tard, elle est de nouveau angoissée, elle a encore besoin de soutien. Bah, peut-être que la personne, elle est déjà au travail, elle fait autre chose. C'est tout simplement ça, en fait. Moi, je veux rejoindre l'interrogation d'Yann. Après, vous avez une réponse déjà bien préparée et en tant que cofondatrice, et on sent que vous voulez pas marcher sur les plates-bandes d'autres organisations. Et c'est tout à votre honneur. Je m'interroge en me disant, est-ce que finalement, le besoin réel auquel vous répondez n'est pas la mise en lumière des carences d'une cellule familiale Mhm. et d'une église locale, voire même d'une société dans laquelle il y a des assistantes sociales, des psychologues, des professeurs qui sont censés être là. Je me dis, est-ce que dans un monde qui tournerait mieux, il y aurait besoin d'un projet comme un temps pour prier? Dans une famille, est-ce qu'on n'a pas des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des parents? Dans une église, pour celles et ceux qui sont chrétiens, des frères et sœurs en Christ, des accompagnants spirituels qui peuvent être pasteurs ou non pasteurs? Mhm. Et encore dans le volet laïque et séculier, vous répondez à un besoin et Mm. c'est une bonne chose. Mais est-ce que ce besoin, c'est normal qu'il soit aussi important? Bah, ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, nous, c'est pas notre réflexion. Notre réflexion, elle est, il y a un besoin, Mhm. il faut y aller. Oui. Et moi, il y a des choses dans ce que j'ai vécu dans ma vie il y a quelque temps, que je parlais plus facilement à un inconnu, entre guillemets, qu'à un membre de ma famille. Parce que c'était hard, parce que c'était des choses pas faciles à dire, parce que derrière un téléphone et quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui doit préserver l'anonymat, c'est beaucoup plus facile à dire. On a des gens qui nous appellent pour se confesser. Et, et c'est pas forcément. Alors, bien sûr, dès qu'ils veulent se confesser, on leur dit attention, s'il y a des choses qui doivent être dites à la police, on se doit de le faire. Vous pouvez pas vous confesser comme ça et Mm. sachez que. Bien sûr. Voilà. Mais il y a des confessions, voilà, des choses qu'ils ont faites qui n'étaient pas forcément très Ok. belles. Voilà. Et enfin, personnellement, je vois pas comment est-ce que cette personne-là peut aller le dire à quelqu'un d'autre. Alors Yann, on entend la réponse de Heidi avec finalement, malgré tout ce qu'on peut dire, le besoin d'une forme, encore une fois, d'anonymat dans certaines démarches très difficiles. Moi, ça m'a fait penser, vous avez utilisé plusieurs fois le terme confession, ça me fait penser justement à l'Église catholique, avec le confessionnal, etc. Et est-ce que vous avez l'impression que si on bascule dans le milieu protestant ou évangélique, c'est peut-être finalement quelque chose qui manque, une approche peut-être un peu plus discrète,
concernant des sujets qui peuvent être extrêmement lourds à porter et pour lesquels on aurait besoin d'avoir une forme de distance plus importante. Ouais. Ben, la question, avec les éléments que Heidi a apportés, je pense qu'il y a un sujet autour de l'organisation des églises. Heidi a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a dit le pasteur, il peut être occupé, etc. Et en fait, et je pense que c'est une vision qui est partagée, qui est vécue par de nombreuses églises, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont portés par un seul homme, ou en tout cas une équipe pastorale réduite, qui, en tout cas bibliquement, ne devrait pas l'être. Et donc, qui pourrait être élargi à l'ensemble de la communauté chrétienne sur des problématiques comme l'écoute, comme le temps, l'accompagnement des personnes qui sont en détresse, les visites qu'on peut rendre à des personnes qui sont esseulées. Et donc je pense que c'est une réflexion autour des églises locales qu'il y a à avoir sur comment on s'organise en tant que communauté pour répondre à ce besoin. Et donc moi, je remercie les associations comme celle d'Heidi qui font le travail. Et pour moi, en tout cas, ça soulève une question. Comment on fait pour que nos membres, en tout cas d'église, puissent être nourris sur ces sujets-là? Pour moi, il y a un gros sujet à ce niveau-là. Après, là où je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on ne fait pas de relation d'aide. Vraiment, les gens vont nous appeler et on ne donne pas de conseils, ou du moins des conseils spirituels. Ou alors, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui nous dit bah, ça fait 3 jours que j'ai des courbatures, que j'ai de la fièvre, etc. Le bon sens ça va nous dire bah, est-ce que vous avez appelé un médecin, etc. Mais ça s'arrête vraiment à ce cadre-là. C'est principalement de l'écoute active. Et ça ne s'invente pas. Hein. Oui, mais c'est très précieux. En fait, enfin, à vous écouter, on a presque l'impression que c'est rien, mais c'est totalement précieux, cette écoute active et la prière qui l'accompagne. Rien que ça, si déjà dans les églises, il y avait un relais, un réseau qui était mis en place pour que les membres de l'église puissent avoir quelqu'un à qui appeler quand ils se sentent mal ou quand ils ont besoin d'être écoutés. Moi, c'est juste ça. Hein. Rien que le fait d'être écouté, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, dans les églises, sont esselées et elles sont dans l'église depuis 10 ans, mais quand elles ont des problèmes, bah, frères et sœurs, ça n'existe pas. Ils sont toutes seules. Alors, on parle beaucoup d'églises. Oui. Vous avez parlé de travail complémentaire à l'église, vous avez parlé de pasteurs qui ne peuvent pas tout faire, mais en off, je crois que vous me disiez que cette prise de contact et cette main d'association vis-à-vis des églises, elle n'était pas toujours saisie. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment ça se passe, ces tentatives de travail en collaboration, concrètement? Et est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez adresser à un leader d'église qui suit cette vidéo et qui s'interrogerait, est-ce que peut-être que si j'ouvre les portes de mon église à un projet comme celui-là, peut-être qu'il y aura des informations que je ne veux pas qu'ils soient divulguées, peut-être je préfère qu'une âme en détresse soit prise en charge par moi-même, même si c'est le lendemain, au moins que ce soit moi qui parle avec elle, comme ça je peux faire un suivi. Quel message vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, comment est-ce qu'on a essayé de les approcher? Eh ben, j'ai essayé de recenser le plus d'adresses mail possible de toutes les églises de France. Donc, je pense que j'en avais plus de 2000. Vous avez volé les données? Et non, si vous allez sur le site, par exemple, du CNEF, vous voyez que c'est en libre accès. D'accord, bon. On reviendra sur le prochain sujet. Et du coup, oui, j'ai été donc, du coup, chercher ces informations-là de libre droit. On va dire ça comme ça. L'approche a été de faire un premier contact par par mail, pardon. Et sur les 2000 mails que j'ai envoyés, j'ai eu peut-être 1 ou 2 retours. Incroyable. Oui. 1 ou 2 retours sur 2000. Non, mais il y a plusieurs questions à se poser. Vous avez reçu un mail? Non, j'ai pas reçu de mail. Je ne pense pas être dans les adresses du CNEF. Non, mais j'ai pas fait que les adresses du CNEF, mais c'est pour dire que on a été sur plein de sites d'églises. On a pris la carte des églises juste de Paris, de région parisienne. On a été sur les sites. Enfin, c'était un boulot monstrueux. Et voilà, dès qu'il y avait une adresse mail ou un numéro de téléphone, on essaie de contacter. Et oui, on a eu que. Mais comment vous l'expliquez? C'est-à-dire, il n'y a même pas de réponse, mais est-ce qu'il y a peut-être certaines personnes avec qui vous avez parlé qui peuvent vous expliquer pourquoi cette absence de réponse, ce désintérêt, ou pour vous c'est un flou total? C'est un flou total, vraiment.
Parce que on est bien bâti, on est bien assis maintenant. On a toute une équipe qui est là. On a donc nos écoutants. Ensuite, ils sont bien entourés. Ils ont une équipe de référents qui sont là uniquement pour prendre soin des écoutants. Et puis, moi et Muriel, on essaie de piloter tout ça. Et donc, voilà, pour l'instant, ça ne prend pas. Pourquoi, je ne sais pas. Et je, je pose la question différemment. Vous êtes dans une église. Oui. Est-ce que votre église diffuse Écoute, votre association? non. Pourquoi? J'ai pas eu de retour. J'ai envoyé un mail. J'ai pas eu de retour concernant Vous envoyez ce des mails à projet. votre responsable? J'ai pris la voie classique, pas Ouais. en tant que membre de cette Ok, église, mais en tant que cofondatrice. ok, Et j'ai pas eu de retour. ok. Ça me fait mal au cœur ce que Qu'est-ce que j'entends. ça dit clairement de l'état de la collaboration? Alors, je fais le lien avec le centre évangélique auquel on a pu assister, avec ce discours de l'unité qui revient régulièrement, cette volonté affichée, en tout cas au niveau des instances fédérales, de collaboration, mais sur le terrain, on dirait que ça rame encore finalement. Oui, oui, et j'aimerais juste rajouter un élément, c'est que on a des flyers qui sont à disposition de chacun des membres, et que Muriel, quand elle va en pastoral ou qu'elle va à un rassemblement, elle prend ses flyers et elle va voir, elle démarche. Et ça reste à ce stade-là, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Elle va voir les pasteurs en personne, elle échange, les responsables, mais il n'y a pas plus Le projet n'est pas rejeté, le projet, c'est très bien, il est salué, Mais point. il est pas, ouais, ouais. Voilà. Il est pas. Non. Écoutez, Et pourtant, les besoins sont immenses, hein, vraiment. Quand on regarde juste SOS Amitié, ils reçoivent plus de 2 millions d'appels par an, mhm. et ils ne peuvent en décrocher des appels, je crois, c'est moitié, donc 1 million, quelque chose comme ça. Qu'est-ce Ou qu'on autre. peut vous souhaiter pour les 6 prochaines années? Alors, on aimerait bien se déployer dans la vision que Muriel a. On voulait créer des cellules à l'international. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Eh bien, déjà, d'avoir des nouveaux appelants, des nouveaux écoutants, des bénévoles. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent écrire à untempourprier@gmail.com. Toi, pour être bénévole, il y a derrière donc du coup cette adresse mail Muriel et moi-même qui prenons en charge les demandes. Et puis ceux qui ont besoin d'être écoutés ou soutenus, et ben au 09 80 80 88 88, il y aura une oreille attentive qui sera là pour échanger avec ces personnes. Eh bien, le message est passé. Merci Heidi et bonne continuation donc à toute l'équipe de bénévoles d'un temps pour prier. Tout à l'heure, je vous embêtais sur la manière dont vous avez récupéré ces fameuses données, ces adresses mail de beaucoup d'églises que vous avez contactées malheureusement sans réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un sujet sur les fameuses données, les adresses mail, les numéros de téléphone, les coordonnées bancaires, qui, force est de le constater, notamment en France, font l'objet d'un business incroyable. Il y a une demande forte de personnes qui récoltent des données pour les utiliser pour des fins dont on prendra le temps de détailler là-dessus. Mais ce sujet, moi, personnellement, j'entre dedans. Il me surprend pourquoi? Parce que lorsqu'on voit l'ampleur du phénomène et la couverture médiatique, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Il y a une statistique qui présentait 9 Français sur 10 sur les toutes dernières années qui a déjà été victime d'un vol de données, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais on en parle si peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà, premièrement, de ce sujet? Je pense qu'on a banalisé les fuites de données. C'est pour ça que le silence médiatique est tel que vous le décrivez. Je pense que aujourd'hui, les concitoyens et les médias ne sont plus étonnés de la situation. Pourtant, ça les touche eux aussi, hein. Ah, bien sûr. Mais si on fait la liste juste sur les derniers mois, on a l'URSSAF, on a la CAF, on a France Travail, on a également Rezana sur l'administration française interministérielle, on a les hôpitaux de Paris, et même, plus surprenant encore, bien sûr, Basic Fit, la Fédération française de tir, qui a été victime d'un vol de données, et les hackers sont partis chercher les habitations des personnes de cette fédération, puisque ces personnes détenaient des armes pour aller voler des armes. Donc il y a des enjeux sérieux, il y a des enjeux terribles là-dessus.
Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Bah, ce que je me rends compte, c'est que on est obligé de plus se protéger parce qu'il y a des gens qui ont des idées tordues, en fait. Oui. Ça devient quand même inquiétant. Yann, plus se protéger, comment on se protège face à ça? Alors, au niveau du citoyen, enfin, je pense que déjà la première protection devrait être apportée déjà par la législation. Oui. Donc on a le RGPD qui est sorti en 2018, si je ne m'abuse, Règlement général sur la Mhm. protection des données personnelles, euh, avec la CNIL qui encadre l'utilisation des données personnelles. Euh, Dans les faits, comment ça se concrétise? Il y a beaucoup encore de sites internet qui utilisent les données personnelles et qui passent quand même sous les radars de la CNIL en termes de conformité. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, les moyens qui sont mis à disposition de la CNIL pour contrôler effectivement la conformité de tous les sites internet qui traitent des données françaises et européennes, puisque RGPD c'est une réglementation européenne, c'est déjà insuffisant. Ensuite, au-delà de ça, il y a les hébergeurs ou ceux qui mettent à disposition les sites internet qui doivent se conformer normalement à la réglementation. Là aussi, on a un trou dans la raquette. Et enfin, le dernier rempart, c'est nous-mêmes, dans nos usages, comment on utilise, comment on met à disposition nos données personnelles sur les sites Internet. Et bon, là-dessus, je pense que si vous discutez avec les uns et les autres sur quand ils vont sur un site Internet, est-ce qu'ils acceptent les cookies, quelles données ils renseignent, etc., il y a, tout le monde n'est pas sensibilisé à un usage équilibré Bah, tout de le la monde, c'est donnée presque personnelle. personne, hein. Si on regarde les statistiques, 9 sur 10, ça veut dire qu'il y a presque personne qui est sensibilisé. Non. Après, l'enjeu, comme le dit Yann, je crois, c'est que il y a des données qui sont volées à cause de défaillance, de Mm. légèreté, on va dire d'insouciance de l'utilisateur. Et là, il y a plein de conseils qu'on donne. Avoir un mot de passe unique pour chaque site, les changer également régulièrement, avoir des mots de passe robustes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à l'échelle de l'utilisateur, mais lorsqu'on atteint ce chiffre faramineux de 9 sur 10, c'est qu'il y a aussi au niveau des administrations Oui. des Mm. erreurs. Et moi, j'ai l'impression que il y a des actions de communication qui sont mises en place déjà insuffisamment, mais pour dire à l'utilisateur de faire attention, mais quand je vois que même des sites de l'État Ouais. sont les premières victimes, je me dis qu'on est peut-être vraiment très mal barré. Et la France est aujourd'hui l'un des pays les plus ciblés par ce type d'attaque. Et pourquoi? Alors la question se pose. Pourquoi la France est plus ciblée que la Belgique et la Suisse? Alors, faut pas sous-estimer le travail des hackers. C'est-à-dire que c'est vraiment leur travail. Ils se lèvent le matin, c'est à ça qu'ils réfléchissent, c'est comment je vais craquer. C'est toute une expertise, C'est une expertise. bien sûr. Et pour travailler en banque sur des sujets de lutte contre la fraude, les hackers ont, enfin, les fraudeurs ont un temps d'avance dans les nouveaux moyens qu'ils mettent en place, sur les stratégies qu'ils adoptent. Je peux ouais, presque le dire, c'est impressionnant de voir l'ingéniosité qu'ils mettent en Je œuvre, dirais pas l'ingéniosité. Je ah, dirais qu'ils sont tordus. ingénieux au mal. Voilà. Oui, ce sont des génies. Ah oui, mais oui, parce que Génial. c'est quand même. Mais non, tout ça pour dire que faut pas sous-estimer. Dans le sens où, quand bien même les trois remparts que j'ai décrits tout à l'heure, même si la loi était parfaitement mise en place et que les sites respectaient et étaient conformes à la loi et que les utilisateurs faisaient attention, il y aurait quand même le travail de... Yann, vous êtes en train de nous dire qu'on fait des efforts pour veiller à mettre des mots de passe robustes, différents sur chaque site. Qu'à certains moments, on n'a pas le choix que de donner nos informations. Oui. Lorsqu'on parle des hôpitaux de Paris, bon, bah, il faut les donner nos informations. Lorsqu'on parle de la CAF, il faut les donner nos informations, l'URSSAF, etc. Et vous êtes en train de dire que on ne peut rien y faire, on devrait accepter de se faire voler nos Alors, données. j'ai pas dit qu'on peut rien y faire, j'ai dit que, en tout cas, il y aura toujours une partie plus ou moins résiduelle dans les fraudes qui sont réalisées, qui sont du fait de la qualification de ces hackers. Et donc,
quand bien même tout était parfait, alors on réduirait la voilure, hein, on passerait peut-être de 10% de possibilité à 5 ou 1%, mais il y aurait toujours une part résiduelle où, effectivement, de par leur qualification, de par leur expertise, ils sont tout à fait capables de déjouer même des trucs très robustes. Donc là, il faut nous se protéger. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse là? Non, mais Qu'est-ce qu'il faut que nous on fasse pour ne plus subir ce genre de... Ouais, c'est ce que je disais, il y aura toujours une partie résiduelle. En fait, c'est comme si on me dit, Il y a si une on a un il faut qu'on accepte, c'est comme ça, ils sont si forts que nous devons accepter que nos données partent et servent pour des tentatives Non, de mais phishing, des escroqueries par mail. dans tous les L'IA domaines. nous demande de nous coucher Non, Voilà, parce que ceux-ci sont plus forts que nous. son Non. côté paisible, Non. là encore on pourrait le remettre Voilà, c'est à la guerre. la société chrétienne Non. paisible. J'ai essayé d'y arriver, mais il voulait pas On sortir. on leur donne des pommes à ces hackers qui Non. volent nos données pour faire du business. dans tous les sujets de sécurité et de paix, vous pouvez transformer toutes les maisons en bunkers. Il y aura quand même des voleurs qui arriveront à pénétrer dans ces bunkers. Certes, il y aura moins de vols que si tout le monde a les portes ouvertes, mais il y aura quand même une partie résiduelle Ouais. où il y aura toujours des voleurs. Donc si on se met dans des bunkers, il faut se protéger. La protection, c'est le RGPD, c'est les codes à usage unique et c'est toute une, comment dirais-je, une hygiène de santé autour de la donnée personnelle qui, bon, moi j'ai travaillé dessus, donc je connais le sujet. Après, je vois que dans mon entourage, effectivement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais si moi je refais la boucle, comme Heidi nous le propose sur le premier sujet, tout à l'heure vous nous parliez de se protéger. Et que se protéger n'est pas attaquer. On peut se protéger. Ouais. Là, vous nous dites que même la meilleure protection possible ne serait peut-être pas suffisante pour réduire le risque à zéro et qu'il y aurait toujours quand même une marge d'erreur. Alors la question, c'est est-ce qu'à ce moment-là, l'État français, alors il y a des choses qu'on ne dira jamais devant le public, mais est-ce que l'État français ne doit pas être dans une forme de contre-offensive? Et est-ce qu'il n'y a pas des attaques qui doivent être mises en place justement pour essayer de faire arrêter de nuire un certain nombre de personnes qui en veulent à l'intérêt souverain de la nation. Alors déjà, je pense que vous sous-estimez vraiment le travail de ces personnes-là. Et je pense que quand vous réfléchissez comme ça sous-entend que l'administration française est la plus à même de se protéger de ces attaques-là. Je pense que les entreprises privées sont beaucoup mieux organisées et beaucoup plus sécures en termes de protection des données personnelles que les administrations françaises. Et qu'il y a donc peut-être justement un problème avec un pays qui n'est pas assez défensif et peut-être même offensif. Puisque moi, ce que je constate, c'est que la France, qui est un pays quand même suffisamment développé, fait partie des pays les plus victimes de ce type d'attaque et de fraude. Moi, je ne me l'explique pas. On connaît l'expertise des services de renseignement israéliens, des services de renseignement américains, pour ne citer que, pour la Russie. J'ai pas l'impression que la Russie va se faire voler ces données de millions et millions d'utilisateurs dans autant d'administrations différentes. peut-être. Je pense que vous vous trompez parce que, sauf erreur de ma part, je pense que la Russie est le pays qui subit le plus d'attaques de hackers. Mais je laisserai les auditeurs vérifier mes propos. Mais en fait, je pense qu'on surestime le problème et le danger dans le sens où, je vous pose la question, la dernière fois que vous avez été victime d'une usurpation de données, c'était quand? Alors moi, je peux donner l'exemple, on est dans l'association, justement le média d'interface est porté par l'association Le Béret Rouge, l'Institut Le Béret Rouge. Il y a 2 semaines, je reçois un message, je pense que je peux encore le trouver, avec une photo d'un colis, Institut Le Béret Rouge, avec l'adresse du siège social de l'association qui dit « Nous sommes passés pour déposer ce colis et vous n'étiez pas présent, cliquez sur le lien pour re-renseigner l'adresse et les coordonnées qui nous permettront de le livrer à une autre date. » Moi, la question que je me pose, c'est ces informations, ils les ont pris où? C'était pas le vrai chronopost. Oui, non, ça c'est sûr, mais une fois que vous avez vu que du coup vos données ont été usurpées, vous en avez fait quoi de cette information? Rien du tout. Voilà. Donc le sujet, il n'est pas si important que ça. Quand on parle d'Israël, etc., les services de renseignement,
je pense que le sujet, il n'est pas si important que ça pour déployer toute une, une flotille. Je pense que c'est un bazooka pour une mouche. Mais Donc, celles et ceux qui sont en train de nous entendre et pour qui, soit ils n'ont pas eu la lucidité que nous, on a pu avoir pour ne pas cliquer, et qui se retrouvent justement pris au piège de ce vol de données. On a donné l'exemple de la Fédération française de tir, où après avoir récupéré les données des adhérents, ceux qui sont à la Fédération française de tir sont des personnes qui possèdent des armes, et puis 2 personnes s'étaient fait passer, je crois, pour des réparateurs de chaudières, pour repérer d'abord les lieux, et revenir dans un second temps pour voler un certain nombre d'armes. On a d'autres personnes, c'est peut-être marginal. Là, je vous rejoins, c'est peut-être marginal. Certaines personnes pour qui le vol de données, c'est effectivement traduit par une usurpation d'identité. Alors, ces personnes-là, on leur dit, vous êtes peu nombreux. Par rapport à l'ampleur du phénomène, c'est pas si grave que ça. voilà. Je dirais pas qu'ils sont peu nombreux, donc c'est pas si grave que ça. J'aime bien caricaturer vos Hein? propos. Je vois ça, mais en tout cas, je dirais juste que des cambriolages, il y en a toujours eu, avec ou sans usurpation d'identité. Donc, c'est juste un élément en plus qui permet de faciliter le vol de données. Mais pour moi, le sujet des fuites de données, c'est un sujet, je dirais, intéressant. Faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la mise en application de la loi et préparer les collaborateurs, enfin les personnes d'une manière générale à mieux utiliser la donnée personnelle. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est pas, il n'y a pas un enjeu. Bah, ils commencent par là. Ils commencent par des petits trucs comme ça, et puis petit à petit, ça va sur des. Ils font Mais qu'est-ce leur gamme sur des petits. Je peux pas dire des petits, parce qu'en vrai, quand on est victime de fuite d'identité, c'est pas cool, mais ils commencent comme ça, puis petit à petit. mais vous pensez qu'ils vont aller jusqu'où? Mais je sais C'est quoi pas, peut-être le- qu'à la. On a eu, alors malheureusement, j'ai pas préparé ces exemples-là, donc je les ai pas en tête précisément, mais on a également eu un certain nombre d'affaires qui sont remontées avec jusqu'au téléphone portable des plus hautes juridictions françaises et des plus hauts politiciens français, Mhm. jusqu'au cabinet présidentiel, qui auraient été victimes aussi d'espionnage. Donc ce sujet, Non, mais là, à toute c'est échelle, un autre sujet, Samuel. ça reste le sujet des données, le sujet peut-être de failles dans un système, Non, non, non. le sujet de notre capacité à protéger et la nation française et ses représentants à toute échelle face aux différentes tentatives qui viennent de l'extérieur. Non, Pour moi, mais c'est pas un continuum. sujet de fuite de données là, c'est un sujet d'espionnage. D'accord. Il n'y a pas de fuite de données, les données n'ont pas fuité et ils s'en sont servis pour suivre François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Là, ce sont des entités qui travaillent dans l'espionnage. C'est leur travail de suivre, même s'il n'y avait pas de fuite de données, ils auraient quand même espionné et eu les numéros de téléphone de ces personnes-là. Donc ça, c'est un autre sujet. Pour ce qui est de la fuite de données, moi, je redis encore ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est problématique, mais c'est pas un enjeu de société. Il ne faut pas en faire une surenchère. Ouais, je ne pense pas. Ce n'est que mon avis. Ouais, quand même, hein. Je pense il faut en faire un enjeu, parce que si on commence à banaliser ou dire, oh, c'est bon, c'est pas non plus un enjeu de société, bah. Voyons où tout ça nous mène. Ouais. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 victimes de vol de données. Ces 9 Français sur 10 n'en ont pas vu leur quotidien bouleversé par le ciel qui s'abat sur eux, une usurpation d'identité, une perte d'argent ou quoi. D'accord? C'est une information qu'on prend. Maintenant, voyons comment ça va évoluer et si effectivement c'était un réel danger qu'on n'avait pas su, dont on n'avait pas su prendre la mesure, ou si finalement c'est une information parmi tant d'autres. Puis certainement, on aura le temps dans une prochaine émission de voir l'évolution, en tout cas, de cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous sur le plateau d'avoir pu enrichir ces débats de vos réflexions. Comme vous le savez, on se donne rendez-vous tous les mercredis. Le rendez-vous, il est pris pour Grand Angle, votre émission qui décrypte les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. À bientôt.